Donc, je le rappelle, le mois dernier, nous avions vu ensemble le concile de Nicée II, et qui réglait donc la crise iconoclaste qui avait été longue et qui, de la même manière, a perduré dans le temps, même plusieurs années après le concile de Nicée. Une des questions qui se posait suite à ce concile était bien évidemment la question disciplinaire. Quelle attitude devait-on adopter pour les évêques qui avaient choisi de suivre les empereurs dans leur politique iconomachie, et plus spécialement encore avec ceux qui avaient contribué à la répression des orthodoxes? Alors, ce sont ces questions disciplinaires et hiérarchiques un peu difficiles à suivre, un peu byzantines, qui vont nous occuper aujourd'hui. Mais derrière ces luttes de partis se cache une nouvelle fois la problématique qui est toujours pendante du rapport aux politiques et son rapport aux religieux. C'est la question que cette question iconomachie avait mis au premier plan déjà, puisque c'était les empereurs qui étaient vraiment moteurs dans cette hérésie. Alors, sur la question disciplinaire, il y avait deux partis qui s'affrontaient, un qui était appelé oikonomia, qui permet des dérogations assez larges à la loi canonique par condescendance ou indulgence ou à commandement, en vue d'un bien supérieur, mais en sauvegardant bien sûr toutefois l'intégrité de la doctrine. Face à eux, il y avait le parti appelé akribéia, qui signifie exactitude, qui veut une application précise, rigoriste des lois disciplinaires et des principes doctrinaux, et dont les porte-drapeaux étaient les moines du couvent de Studios. Comme souvent à Constantinople, la lutte des partis se cristallisa lors de la désignation du nouveau patriarche, à la mort de Méthode, le 14 juin 847. Les préférences de l'impératrice régente Théodora allèrent au pieux moine Ignace. Celui-ci était fils d'un empereur qui avait régné assez brièvement, Michel Rangabé. Ignace avait été initié à la vie monastique dans le couvent où son père, quand il a été renversé, avait dû se retirer. Mais l'empereur déchu s'adapta si bien au régime monastique qu'il devint un parfait religieux et pour son fils un très bon maître des novices. Ignace avait ensuite succédé à son père dans la direction du monastère. Il avait 50 ans lorsqu'il monta sur le trône patriarcal. Par tempérament, il était plutôt intransigeant plutôt que libéral, mais il n'appartenait toutefois pas au parti studite, des moines très radicaux, comme on l'a dit, qui avaient contrarié l'existence de son prédécesseur. Toutefois, comme il était quand même proche de ce parti, l'Akribéia, et qu'il avait par ailleurs commis quelques petites erreurs de protocole au début de son règne, les efforts qu'il avait faits pour trouver un point commun entre les deux partis furent vains. Après 5 ans d'efforts, il en vint à déposer l'évêque de Syracuse et quelques-uns de ses suffragants pour différents délits ecclésiastiques, après avoir convoqué un synode à cet effet. Les condamnés firent immédiatement appel au pape. Et celui-ci écrivit au patriarche pour lui rappeler que ses prédécesseurs avaient suivi une autre procédure. Et que, du moins, je cite la lettre du Saint-Père, se préoccuper de faire connaître sans tarder au chef de tous les prêtres tout litige survenant au sein de leur Église et ensuite, fortifiés par son consentement et ses lumineux conseils, ils accomplissaient dans un geste d'autorité bienfaisante tout ce qui s'avérait nécessaire. Mais vous dites que vous avez prononcé la déposition de ces hommes à notre insu dans un synode d'évêques. C'est ce que vous ne deviez absolument pas faire en l'absence de nos légats ou de nos lettres. Fin de citation. Il faut quand même rappeler qu'à la décharge d'Ignace, cette procédure un peu plus expéditive n'était pas une première à Constantinople. Mais dans le cas présent, le problème revêtait une gravité particulière en raison du nombre de prélats en cause, mais également parce qu'il s'agissait d'un évêque dont le siège, Syracuse, avait été arraché au moment de la crise iconomachie à la juridiction papale pour la placer sous la juridiction des patriarches. Alors le patriarche, à la réception de la lettre, envoya un délégué à Rome avec une lettre pour demander la confirmation de la condamnation de l'archevêque. Mais deux événements allaient compliquer encore la situation. D'une part, la mort du pape Léon IV, d'autre part, un coup d'État à Constantinople qui entraîna la chute de l'impératrice régente Théodora, le plus ferme soutien d'Ignace. Le nouveau pape Benoît III voulait entendre tous les partis, aussi le procès était encore remis à plus tard. Tandis que sur les bords du Tibre, les choses traînaient en longueur, sur les rives du Bosphore, un inévitable conflit entre le patriarche et le nouveau pouvoir approchait de son issue fatale. En effet, le nouveau Premier ministre, pour utiliser un mot moderne, nommé Bardas, entretenait aux yeux même du peuple une liaison incestueuse avec sa belle-fille. Ignace prit en considération ce qui n'était pas de simples racontards, et comme pour tout pécheur public, adressa au coupable de nombreux avertissements. Bardas resta sourd à ces injonctions. À la fin 857, ou
d'après certains auteurs plutôt en 858, le patriarche lui interdit d'entrer dans l'église. Le Premier ministre passa outre. C'est pourquoi, à la fête de l'Épiphanie de 858, dans la basilique Sainte-Sophie, Ignace lui refusa ostensiblement la Sainte Communion. Cet acte fut ressenti comme un affront par celui qui représentait alors à Byzance le pouvoir politique suprême. Pour différentes raisons assez futiles en réalité, Ignace fut accusé de haute trahison par le gouvernement, fut saisi par la police et relégué dans un monastère de l'île de Térébinthe dans l'archipel des Princes. En guise de riposte, il jeta l'interdit sur l'église Sainte-Sophie. Mais le palais imposa son successeur, c'est-à-dire le chancelier impérial Photius, ami de Grégoire d'Abestas, l'archevêque de Syracuse dont le procès était toujours en cours à Rome. Photius était un homme éminent. Il avait dans les veines du sang princier, était doté d'une vaste culture. Son père était le frère du patriarche Thárèse, son oncle maternel avait épousé la sœur de l'impératrice Théodora. Après de brillantes études, Photius entra au palais impérial et très vite il se signala comme le meilleur professeur de l'université byzantine récemment réorganisée. Il était plutôt du parti libéral, tenant de l'oikonomia, mais également proche de l'ancien patriarche Ignace. Il dut d'ailleurs s'engager auprès des évêques à considérer ce dernier comme son frère et à prendre ses avis pour gagner le voix des évêques ignatiens lors du synode organisé pour son élection. Mais c'était un simple laïc. Il reçut donc les différents degrés de l'ordre en quelques jours avant de pouvoir être élu patriarche. Il tenta tout d'abord la conciliation entre les deux partis par quelques mesures symboliques, mais sans succès. Les oppositions s'enflammèrent et Photius dut choisir son camp. Contrairement aux engagements pris simplement 50 jours plus tôt, il se mit à sévir contre les évêques ignatiens et à la fin de janvier 859, il prononça la déposition d'Ignace accompagnée d'anathèmes. Afin d'empêcher l'application de ces décisions, l'opposition ignatienne a eu recours à la violence, ce qui amena le gouvernement à une cruelle répression, emprisonnement, mesures diverses pour extorquer des témoignages contre le patriarche, enquête policière. On jeta l'ancien patriarche sur un navire et on le déporta à Mytilène. Au printemps de l'année 860, l'empereur Michel III et le patriarche Photius envoyèrent au pape Nicolas Ier une importante ambassade. Elle était chargée de la lettre d'avènement de Photius avec sa profession de foi où le patriarche avouait au pape sa promotion involontaire. Le souverain pontife n'avait pas attendu cette ambassade pour être informé sur la controverse byzantine. Avec une réelle inquiétude, il se demandait comment porter remède à ces conflits. Dans sa lettre de réponse, le pape Nicolas s'étonnait qu'Ignace ait été déposé par un synode sans le consentement du pontife romain. On revient, donc on le voit, à cette opposition, à cette lutte de pouvoir entre Constantinople et Rome. Il exprimait des doutes sur la régularité du procès intenté au patriarche déchu, en raison notamment de l'incompétence des témoins et du fait qu'Ignace n'avait pas confessé sa faute. Il opposait à l'élection de Photius les prescriptions canoniques interdisant la promotion soudaine de laïcs à l'épiscopat. Il ne pouvait donc l'approuver avant qu'une enquête lui ait donné toutes les garanties désirables. Puisque Photius assurait qu'Ignace avait spontanément et librement remis le gouvernement de son siège, c'est ce qu'il affirmait dans sa lettre, et avait été déposé par l'empereur en présence du concile général, le pape manifestait le désir de voir Ignace comparaître devant les légats du pape et le concile général, et il envoya une ambassade à cette fin. Et donc les légats du pape arrivèrent à Constantinople en janvier 861. Et ils engagèrent de longs pourparlers préliminaires avec les autorités civiles et religieuses de la place. Ils insistèrent pour que les instructions de Nicolas furent observées à la lettre. Tout d'abord, ils surent tenir tête à Michel, à l'empereur, et à Photius, qui considéraient l'affaire d'Ignace comme réglée définitivement, et les directives du pape comme non conformes aux usages de leur Église. On en vint finalement à un compromis. L'Église byzantine consentait à une révision de la cause du patriarche, qui avait été déposée, et les légats du pape s'engageaient de leur côté à ratifier les décisions du synode qui allait s'ouvrir. Le synode fut convoqué peu avant Pâques, qui tombait cette année le 6 avril. L'empereur qui était présent et les délégués de Photius rappelèrent que seul l'hommage dû au très saint pape œcuménique Nicolas justifiait de réexaminer une cause déjà jugée. Ignace, lui, attendait des légats romains qui le rétablissent sur son siège. Après les avoir salués, il leur exprima son espoir d'être jugé par eux équitablement, je cite. « C'est moi, le patriarche de Constantinople. Je suis le successeur des saints apôtres Jean et André. Si vous êtes de justes juges, vous devez me rendre mon siège. Voilà comment vous devez prononcer votre verdict. » Après 4 sessions agitées et malgré les protestations d'Ignace, le synode prononça sa déposition en vertu du 30e canon apostolique, je cite, « Si un évêque a obtenu une église grâce au prince séculier qui soit déposé excommunié,
se référant au fait qu'il avait été d'abord désigné par Théodora, la régente, avant d'être élu par le synode. Cependant, on lui souhaite de ne pas citer la suite du canon, car il dispose également, je cite, « De même que soient excommuniés tous ceux qui sont en communion avec lui. » Passage gênant, car ayant été quasiment tous été pendant 11 ans en communion avec Ignace, les évêques se seraient excommuniés eux-mêmes. Les légats approuvèrent la sentence conformément à l'accord qu'ils avaient passé avant le synode, après quoi on procéda à la dégradation du condamné. Les légats quittèrent Constantinople plusieurs mois après, mais rentrés à Rome, ils présentèrent au pape un rapport sur leur mission. Nicolas Ier fut évidemment très mécontent de constater qu'ils avaient outrepassé leur mandat en approuvant la déposition d'Ignace. Sa lettre de réponse à Photius contenait un rappel de la doctrine romaine concernant, je cite, « la primauté conférée par le Christ à Saint-Pierre et à son vicaire, l'évêque de Rome, chef de toutes les églises. Cette primauté s'exerce aussi dans les questions disciplinaires. Responsable de tous les chrétiens, le pasteur suprême doit veiller à ce que nulle part les loups ne ravagent son troupeau. Nicolas ne tient pas à mériter le reproche de s'être tu quand il fallait parler et d'être resté comme un chien incapable d'aboyer. » Fin de citation. Le pape soulignait que les décisions prises par le siège apostolique ou approuvées par lui ne sauraient être contestées et que par voie de conséquence, les canons antérieurs s'appliquaient également à Constantinople. Quant aux événements assez proches qui étaient invoqués par Photius pour légitimer sa promotion précipitée, ils ne pouvaient s'appliquer dans le cas donné puisque le siège en question n'était pas vacant. Effectivement, dans le passé, il était arrivé que des laïcs soient rapidement promus évêques quand le siège était vacant et qu'il n'y avait pas de candidat disponible. Et là, c'est évidemment pas le cas. Enfin, le pape refusait de ratifier sans plus le jugement porté par le concile. Il n'entendait pas condamner Ignace qu'en pleine connaissance de cause. De même, Nicolas communiquait à Michel III sa résolution de considérer jusqu'à nouvel ordre Ignace comme le véritable patriarche. Le coup était rude pour Photius qui se retrancha dans le silence. Ignace, pour sa part, envoya un délégué qui arriva à Rome au printemps 863. Il apportait l'appel d'Ignace, soutenu par 10 métropolites, 15 évêques et de nombreux higoumènes, prêtres et moines. Adressé au patriarche de tous les sièges, ce libellus donnait des détails édifiants sur la persécution dont Ignace et les siens étaient victimes. Le patriarche insistait sur la partialité du synode de 861 qui qualifiait, je cite, de tribunal de caïphe. À l'été 863, un nouveau synode fut convoqué à Rome cette fois-ci, et celui-ci décida de déposer Photius, patriarche intrus, rapax et adultère, ordonné par un évêque suspendu, Grégoire d'Abestas, coupable de plus de méfaits contre Ignace. Il était privé de toute dignité ecclésiastique et menacé d'excommunication s'il n'obtempérait pas à l'ordre de réduction à l'état laïque ou s'il empêchait Ignace de reprendre sa charge. L'archevêque Grégoire de Syracuse obtenait un sort similaire pour avoir osé élever Photius à l'épiscopat et exercer pour cela ce même ministère épiscopal alors qu'il avait été suspendu par le pape Benoît. L'empereur Michel III répondit au pape en lui envoyant une lettre très insultante, niant toute autorité au pape pour revenir sur les décisions du synode de 861 qui avait déposé Ignace. L'empereur exigeait de plus du pape qu'il lui livrât le délégué d'Ignace qu'il accusait de faux témoignages. Et si le pape refusait d'obtempérer, l'empereur se disait prêt à prendre des mesures extrêmes comme d'entreprendre une expédition militaire en Italie pour forcer Nicolas à capituler. Il écrivait que le pape devait considérer cette lettre comme un ultimatum. La longue lettre de réponse du pape Nicolas Ier, donc on voit un échange épistolaire assez tendu, est un document d'importance car il synthétise les arguments en faveur de la primauté générale de l'évêque de Rome. Il insiste également sur l'illégitimité des interventions du pouvoir civil et du laïcat dans les assemblées ecclésiastiques, relevant enfin l'importance que le pape continue d'attacher à l'origine apostolique et pétrinienne des églises principales, Rome, Alexandrie, Antioche, en opposition implicite à la pentarchie, doctrine défendue le plus souvent à Constantinople, dans laquelle le pape n'est qu'un parmi ses pairs, primus inter pares, comme on dit en latin. En conclusion de sa lettre, le pape déclare être prêt à un nouvel examen de l'affaire et de ne rien avoir de mieux pour une solution équitable et pacifique de la controverse que de convoquer Ignace et Photius devant son tribunal à Rome. Comme suite à ces différents échanges peu amènes et également à l'affaire bulgare, où latin et grec se sont disputés l'allégeance du roi de Bulgarie, Photius décida de frapper un grand coup. Après 5 ans de mutisme, il lance une campagne de déstabilisation contre le pape Nicolas Ier. Il l'accuse d'hérésie sur la question du filioque, tente une séduction des empereurs francs par des promesses,
mène des actions d'influence auprès des autres patriarches orientaux et réunit un concile permanent à Constantinople pour condamner les erreurs répandues par les Latins en Bulgarie. On doit ici faire une petite digression sur la question du filioque mise en avant par Photius, argument qui sera plus tard brandi de part et d'autre pour justifier au plan théologique un conflit qui était avant tout hiérarchique et politique. Comme nous l'avons vu l'année dernière, les deux premiers conciles avaient fixé le credo que nous récitons à la messe chaque dimanche, et sur le Saint-Esprit, le texte dit de Nicée-Constantinople dispose que, je cite, « Nous croyons en l'Esprit Saint, Seigneur, qui vivifie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. » C'est dans une Espagne encore marquée par l'arianisme que l'adjonction de la formule « et du Fils » filioque a été officialisée la première fois lors du synode de Tolède en 589. Bien que cette définition soit déjà présente chez les pères latins comme grecs, Constantinople a considéré et considère toujours qu'il n'appartient qu'à un concile général de modifier éventuellement le texte du credo, pilier de la foi chrétienne, et après une discussion approfondie. Revenons aux actions de Photius. En septembre 867, il réunit ce qu'il prétendait être un concile œcuménique et porta contre le pape Nicolas une solennelle sentence de déposition accompagnée d'anathème. La rupture était consommée. Mais une nouvelle fois, ce sont les intrigues politiques à Constantinople qui vont faire évoluer la situation. Après les assassinats successifs du premier ministre Bardas, puis de l'empereur Michel III lui-même, la route était dégagée pour une nouvelle dynastie. Photius, trop intimement lié à l'ancien pouvoir, ne pouvait espérer se maintenir sous le nouveau régime. Dès le lendemain de son coup d'État, le nouvel empereur Basile demandait à Photius de démissionner et faisait ramener Ignace de son exil. Dans le même mouvement, il envoyait une ambassade à Rome pour apaiser les relations avec le pape. Cette ambassade était porteuse de 2 lettres, une de l'empereur, une du patriarche, qui toutes deux demandaient au pape la réunion d'un concile écuménique destiné à régler la question phocienne, du nom de Photius. Le pape Nicolas Ier étant mort le 13 novembre 867, c'est le nouveau souverain pontife, Adrien II, qui reçut cette délégation et organisa d'abord un synode romain en juin 869 pour traiter du cas de Photius et de tous ceux qui l'avaient suivi. Après la condamnation de ces derniers, le pape décida l'envoi de 3 légats pour le représenter dans un nouveau concile œcuménique. Ils étaient porteurs de lettres pour l'empereur et le patriarche et d'un document, le Libellus Satisfactionis, qui affirmait la primauté romaine et que devaient signer les évêques orientaux pour pouvoir participer au concile. Le 8e concile œcuménique fut solennellement inauguré dans l'église Sainte-Sophie le 5 octobre 869, avec un nombre assez réduit de participants, mais avec des représentants de chaque patriarcat. Les pères conciliaires acceptèrent assez rapidement les 6 points suivants. Ils acceptaient donc les 6 propositions, avec un ordre précis, qui à chaque fois était relevé de la volonté du pape Nicolas. Premièrement, Ignace est le patriarche légitime. Deuxièmement, tous les clercs ignatiens déposés par Photius doivent être réintégrés. Troisièmement, pardon pour les clercs passés au parti de Photius, mais qui sont rentrés dans l'église après sa déposition. Quatrièmement, Photius est à tout jamais déchu du sacerdoce. Cinquièmement, Grégoire de Syracuse est également déposé et condamné. Et sixièmement, si quelqu'un résiste à ces décrets, qu'il soit anathémisé, héritier de l'enfer, co-héritier du démon, d'après les propos même du pape. On aurait pu croire les choses entendues, mais la grande dureté de la sanction contre Photius entraîna une réaction du Sénat de Constantinople, qui, fidèle aux instructions plus ou moins secrètes de l'empereur, essaya d'arranger un petit peu les choses. Les patrices refusèrent cette rigueur. Ils interrogeaient sur la validité d'une condamnation quand le coupable n'avait pas pu être entendu directement. La deuxième session vit l'acceptation du libellus par les évêques du parti de Photius et le pardon qui leur fut donné par le concile suivant les instructions du pape. Le concile se poursuivit, mais réapparut la divergence profonde qui opposait d'une part les représentants du pape, fermement décidés à ne tolérer aucune discussion autour des décisions pontificales, et d'autre part les représentants de l'empereur qui, tout en admettant la justesse de la sentence romaine, s'efforçaient d'obtenir que les accusés puissent venir s'expliquer. Malheureusement, peu de Phociens se rendirent au concile et Photius lui-même fut convoqué par l'empereur, mais il se mura dans le silence. Le concile demeura ainsi sur les positions acquises lors des premières sessions, mais le petit nombre d'évêques présents minait l'autorité de ces mêmes décisions. L'empereur dut intervenir dans un discours plein de mansuétude pour faire fléchir les partisans de Photius, je cite. « Acceptez donc le remède que l'on vous offre.
Par votre pénitence, réjouissez l'Église, notre Empire et toute la République universelle, et que, tous ensemble, nous bénissions le Seigneur de gloire, le Prince de la paix, celui qui rassemble et rajuste les dispersés, par l'intercession de Notre-Dame, Sainte Mère de Dieu, et les anges et de tous les saints. Ça a eu malheureusement assez peu d'effet, et la 10e et dernière session publia ces canons. Le premier canon a une portée générale et d'une grande importance pour ce qu'il va pouvoir générer dans la suite des siècles. Ce canon insiste sur l'importance normative des règles disciplinaires de l'Église et dictée par 4 organes suivants. Les apôtres, les conciles œcuméniques, les synodes locaux et les pères de l'Église, par ordre décroissant. Et sa portée dogmatique principale réside surtout dans la claire affirmation du principe que la tradition est considérée comme une source de la révélation qui est distincte de l'Écriture, mais qui a une importance comparable. Les autres canons reviennent sur l'ordre de prééminence des patriarcats, plaçant Constantinople juste après Rome. Puis le concile condamne la présence des laïcs lors des synodes diocésains ou métropolitains. Seules exceptions admises pour le représentant de l'empereur lors des conciles généraux. Alors cette disposition va avoir aussi une importance, on va le voir, très grande en Occident lors de la réforme grégorienne. Ensuite, 2 canons dogmatiques qui condamnent respectivement de nouveau l'iconoclasme et une autre doctrine, dite du dualisme de l'âme, que Photius aurait, d'après certains témoignages, prêché à Sainte Sophie. L'homme aurait 2 âmes, l'une inférieure et pécheresse, l'autre raisonnable et impeccable. Donc cela est condamné par le concile. Malheureusement, le concile ne put mettre fin aux controverses entre Rome et Constantinople. Le problème bulgare, dont la conversion était toujours disputée entre les 2 patriarcats, il y avait des fameux apôtres, Cyril et Méthode, qui avaient évangélisé les Moraves et les Bulgares dans la foulée, et également des missionnaires latins qui combattaient pour assurer la prééminence de chacun de leurs patriarcats sur le nouveau peuple converti. Également des questions de préséance, et puis la rigueur dans l'application des décisions, tout fut sujet de dispute. Jusqu'au moment où, en 876, soit 6 ans après le concile, Photius, toujours suivi par de nombreux évêques, se réconcilia avec Ignace. On serait tenté de dire tout ça pour ça. Il y eut même un synode en 880, synode donc en Orient, Constantinople, qui réhabilita Photius, mais dont le pape Jean VIII ne reconnut pas les conclusions. De ce fait, le caractère œcuménique du 4e concile de Constantinople fut réaffirmé tout spécialement par le pape Grégoire VII, comme on l'a dit, donc qui est le pape qui est au moteur de qu'on appelle la réforme grégorienne, qui fit explicitement référence au canon 22 du concile pour condamner l'investiture laïque des évêques en Occident même. Or, on sait que cette question de l'investiture laïque, est un des points centraux de la réforme grégorienne, c'est-à-dire dont l'objectif était vraiment de dégager l'Église de l'emprise des princes laïcs. Donc en réalité, ce concile de Constantinople, le dernier à se tenir en Orient, est un prélude à la rupture définitive qui interviendra, on dit, en 1054, entre Rome et Constantinople. Il y a d'autres versions qui disent que le moment décisif fut la prise de Constantinople par les croisés de la 4e croisade. On y voit 2 conceptions de l'Église s'affronter. Chez les orientaux, le goût de la dispute, allié paradoxalement à une certaine souplesse disciplinaire et une prise en compte assez pragmatique du politique et du rôle central de l'empereur. En Occident, au contraire, le souci de la doctrine et de la discipline ecclésiastique et une tendance à s'affranchir du politique qui s'affirmera plus tard au moment de la réforme grégorienne, comme on l'a dit. Cette opposition se cristallisa par la suite sur la question du filioque, que nous avons rapidement abordé, et qui servira de prétexte théologique à cette opposition. Sous-jacent à toutes ces oppositions demeure également celle de la prééminence de Rome, que les orientaux trouvaient plus ou moins injustifiée depuis le transfert de la capitale de l'Empire à Constantinople. Enfin, tout était prêt pour préparer le schisme, malheureusement.